Sur cette présentation, on va aborder les antennes plutôt en polarisation verticale et pour le portable, et dans des conditions un peu compliquées, c'est-à-dire les bandes basses. Bon, donc un petit rappel, différents types. Évidemment, on va parler de l'antenne Marconi, puis de l'antenne en L, et surtout des pertes dans le sol, et puis les réalisations qui ont été faites sur 80 et 40. Alors, une antenne portable, évidemment, portable, ça veut dire qu'on ne part pas avec le pylône de Kerf et 20 mètres de haut. On essaie de trouver quelque chose qui est facile à transporter, et surtout qui a un rendement correct, parce que si c'est portable, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc c'est souvent sur batterie. Donc si on fait des antennes qui ont un rendement pas terrible, on ne va pas aller très loin et être très efficace. Alors souvent on pense au dipôle. Le dipôle, c'est du fil, c'est quelque chose d'assurément bien et qui fonctionne à tous les coups. Sauf que si on s'intéresse aux bandes basses, 80, alors j'ai inclus le 40 mètres dans les bandes basses, bon, c'est aussi des bandes pour le jour. Un dipôle sur 80 mètres, c'est 2 fois 20 mètres. Alors 2 fois 20 mètres, il faut 3 supports au centre, aux extrémités. Et évidemment, on va naturellement le poser au-dessus du sol, quelques mètres. Quelques mètres au-dessus du sol d'un dipôle 80, c'est pas terrible. Certes, ça va charger l'émetteur, le PA, mais le rayonnement va être très médiocre parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont être absorbées dans le sol. Donc il y a un effet du sol qui est important. Donc le dipôle, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors il y a d'autres antennes, évidemment, on peut parler de handfed ou d'autres systèmes, bien sûr. Moi, je présente sur plutôt de la verticale. Donc, en termes de verticale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un système plutôt Marconi, c'est-à-dire 2 fois moins haut qu'un dipôle, lambda sur 4. Et en contrepartie, il faut quelque chose à la base qui fonctionne bien. Voilà, la théorie nous dit qu'il faudrait 120 radians de lambda sur 4 sur le sol. Bon, ça fait beaucoup de fils. Pour du portable, c'est compliqué aussi. C'est juste un rappel de ce qu'il faudrait en théorie. L'impédance à la base de l'antenne, c'est à peu près 36 ohms. Et si c'est 36 ohms, ça veut dire que le rapport d'onde stationnaire, il est autour de 1,35. Si jamais on trouve 1,0, c'est-à-dire 50 ohms, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vient se traîner avec cette impédance. Alors évidemment, le sol, si on arrive à faire 120 radians, on a quelque chose de correct, qui est parfait. C'est pas toujours gagné d'avoir autant de radians dans le sac et de temps à pouvoir installer ça. Donc ça veut dire que le sol a un effet non négligeable. Alors, juste pour le fun, voilà. Si on se met que 4 radians, j'ai mis 4 comme j'aurais pu mettre 6 ou 2 ou 3, j'ai pris 4 au hasard. Le retour du courant du sol vers le coax laisse apparaître une résistance sol. Et si par hasard cette résistance sol fait 30 ohms, 37 plus 13, ça fait 50 ohms. Et quand on mesure ça au rapport non stationnaire, ça fait 1 sur 1. On est super content, on dit super, mon antenne va bien fonctionner. C'est pas sûr, parce que les 13 ohms du sol vont dissiper en énergie chaleur et donc vont écrouler le rendement. 74 rendements, 74%. Bon, 74%, c'est pas non plus quelque chose de très très mauvais. Mais en portable, quand on n'a qu'un 1 watt ou 2, ça peut peut-être faire la différence. Quand on a 100 watts, évidemment, c'est un peu transparent. Alors, si on veut faire quelque chose sur 80 mètres, alors 3600 ou 3 méga 6, ça fait 84 mètres de longueur d'onde, donc ça fait 21 mètres de haut. En portable, 21 mètres de haut, c'est quasiment impossible. On va pouvoir faire quelque chose de quelques mètres, une dizaine de mètres, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'utiliser une antenne 20 mètres de haut, je n'utilise une de 10 mètres de haut? Avec cette configuration toute simple, ici j'ai tracé l'évolution de la partie réelle de l'impédance de l'antenne en fonction de la hauteur utilisée. Donc quand on utilise l'antenne complète, full, lambda sur 4, on en retrouve bien les 36 ohms de tout à l'heure. Et si jamais j'utilise que 10 mètres de verticale sur le 80 mètres, c'est-à-dire je suis au 8e, j'ai une partie réelle de 5 ohms. Partie réelle de 5 ohms à comparer avec la résistance de perte que j'ai donnée tout à l'heure, un petit peu au hasard, de 13 ohms. Donc là, vous voyez que là, le rendement, il va être déplorable. C'est bien connu, hein, tout ça, je n'invente rien. Alors, il y a des méthodes pour combattre un petit peu le fait qu'on ne va pas utiliser plus haut. Donc, on essaie de mettre une petite self à la base pour compenser artificiellement le manque de verticalité. Faire ça, ça induit automatiquement des pertes, parce que la bobine est située à l'endroit où il y a le plus de courant, et la loi d'Ohm et R carré et la puissance nous dit que c'est pas terrible. Alors je vois qu'il y a Enzo qui s'est connecté. On va essayer de le faire rentrer. Voilà. Il va suivre ça en distance. Alors il y a d'autres méthodes. On monte un petit peu plus haut la bobine. C'est moins efficace, mais c'est la pratique généralement utilisée. Et puis pour ceux qui sont plus motivés, on peut faire les capacités terminales avec éventuellement bobine en haut et brin au-dessus de la capacité terminale. Ça, c'est la théorie. Donc partant de ça, il existe l'antenne L en L inversée. C'est-à-dire ce qui nous manque sur la verticalité, on va le pousser sur l'horizontalité. Donc j'ai une hauteur H, le maximum que je peux faire. Et ensuite, je rajoute ce qui me manque pour faire lambda sur 4 en horizontal. C'est une antenne aussi qui est très connue. Si je reprends le même petit schéma de tout à l'heure, on voit que sur le lambda sur 8, ça a permis de remonter la partie réelle de l'impédance à une vingtaine d'ohms. Donc on passe de 5 à 20. Donc là, c'est déjà un bénéfice important. On s'éloigne en fait des pertes. Alors si on fait une petite simulation, ça c'est une simulation de cette antenne en verticale, en L. On voit qu'elle a un diagramme de rayonnement qui est globalement ce que peut faire une antenne verticale, avec un petit défaut en plein centre où ça devrait descendre plus fortement, c'est-à-dire qu'on va tirer assez bas sur le réseau, ce qui est très bien, c'est parce que c'est ça, on veut faire du DX, donc c'est l'intérêt. Si on regarde l'évolution de l'impédance, alors c'est une représentation sous la bague de Smith, hein, donc c'est les petits points bleus qui apparaissent, avec ici une impédance qui est purement réelle à la fréquence considérée, et on tend vers 25 ohms. Donc ça veut dire qu'à la résonance, si on se débrouille bien, si on taille l'antenne à la bonne dimension, on tend vers 25 ohms. Bon, 25 ohms, ça fait un rapport non stationnaire de 2. C'est pas encore dramatique. On pourrait l'utiliser comme ça directement. Mais si on est en portable, moi je vais préférer pousser un petit peu plus loin le dispositif pour que cette antenne soit parfaitement couplée et tende vers le 50 ohms. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien inventé, c'est déjà utilisé, hein, c'est déjà fait. C'est moins connu par contre. Et j'aurais dû vous amener une petite antenne ici qui l'utilise. Elle est stockée dans une salle, c'est dommage, j'irai la chercher tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'utiliser l'antenne à sa résonance à cet endroit-là, j'ai décalé le point d'intérêt ici, à quelque chose qui laisse apparaître une partie imaginaire qui est non nulle. Mais qui a un avantage très fort, c'est capacitif,
Et il suffit de rajouter quoi? Une petite bobine, petite, voilà, c'est peut-être pas le bon terme, une bobine en parallèle sur l'antenne, et ça contribue en fait à rajouter un effet qui va me ramener à 50 ohms. Donc avec ce dispositif antenne en L plus la bobine, j'ai un 50 ohms parfait, et donc un accord parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On cache en fait le système d'adaptation au niveau du pied de l'antenne. Un système d'adaptation tout simple, ça serait un système kappa bobine qui serait mis en place. Et là, la kappa, elle est cachée dans l'antenne, et la bobine, elle est en extérieur, rajoutée en parallèle. Et donc, ça fait une antenne qui fonctionne à 99%. Alors, j'aurais pu mettre 98, comme j'aurais pu mettre 100. C'est un ordre de grandeur, évidemment. Mais c'est quelque chose qui, normalement, est très efficace. D'autant plus efficace que la bobine, ici, aura une résistance fil faible. Puisqu'une bobine, on sait, c'est pas purement... Il y a une petite résistance qui traîne quand même. Donc, on aura intérêt à essayer de prendre un fil qui a un diamètre assez conséquent. Ça réduira d'autant la résistance de perte. Alors, je l'ai construit, cette antenne. Voilà, j'ai fait ça à un début d'automne en me disant tiens, je vais faire une verticale en L. C'est pas portable, on est d'accord. Donc une petite plaque en cuivre pour faire arriver tous les contacts sur l'épée ferrique. 64 radians pose au sol, j'ai pas pu aller à 120, mais déjà mettre 64 radians à la base passe un petit peu de temps. Hein. Pour mettre ça. Bon, on voit qu'il y a la bobine, d'accord, 80 mètres, qui est ici, qui a été fait un peu à l'arrache. C'était une photo de premier test du dispositif. 14 mètres de haut, 6 mètres 35 sur l'horizontale. Alors, pour l'installer, je ne bénéficiais pas de pylône, mais je bénéficiais d'arbres autour. Il y a quelques sapins qui m'ont permis de pouvoir ériger ce dispositif. Voilà, ça fait quand même au sol 300 mètres carrés. Donc, ça fait un peu de place. Alors, je ne l'ai pas laissé en place. Hein. Je l'ai testé pendant un certain nombre de mois, puis je l'ai démonté. Je l'ai remonté l'année d'après en réutilisant le même principe. Alors, si on mesure, puisque là, c'est en rouge, c'est l'impédance qui est mesurée, entre 3 mégas et 4 mégas, et pour le 3 méga 5, on passe pile au centre de la bague de Smith qui correspond à un 50 ohms tout simple, réel, partie imaginaire 0. Donc on voit que l'accord est très, très pointu, enfin pointu, il tend très bien vers le 1.0 et c'est relativement efficace. Hein. Il n'y a absolument aucune puissance qui revient. Comme c'était au QRA, on a pu mettre un peu de puissance là-dedans, quelques centaines de watts, et le PA nous mettait 0 en réfléchi. Hein. Il n'y avait rien qui retournait. Hein. Donc là, c'était sûr à 100% que les 300-400 watts partaient. Antenne très efficace, qui m'a permis de passer dans des pile-up, dans des contests très facilement sur 4.1. Dans un pile-up, souvent, je n'appelais pas plus que 2 fois. Hein. Et ça passait. Hein. Y compris pendant du Worldwide DX et double, hein, où il y a des gros bras quand même. Hein. Donc ça a montré en fait que cette antenne-là, elle est relativement efficace et pas si compliquée à construire. Alors à un moment donné, il a bien fallu la démonter. Parce qu'évidemment, je n'ai pas laissé ça à vitam aeternam, parce que je voulais passer à autre chose. Et en la démontant, je me suis dit, quitte à la démonter, je vais faire quelques petites mesures quand même dans l'autre sens. Donc j'ai enlevé ma bobine, donc je devais avoir une impédance qui était partie réelle, partie imaginaire, avec le côté capacitif. Alors j'ai commencé à démonter, puis au moment où j'ai démonté, hop, j'ai dit, tiens, je vais faire des petites mesures quand même, dans l'histoire.
Et arrivé à 24 radians, j'ai remesuré l'impédance et j'ai bien effectivement toujours trouvé 26 moins 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 64 radians, tout compte fait, ils n'étaient pas forcément nécessaires. Avec 24 radians, ça aurait pu être suffisant. Alors j'ai divisé par 2. Ah oui, j'aurais pu faire tous les radians. J'enlève un radian, je mesure. Ça aurait été long et pas forcément efficace. Donc j'en ai retiré la moitié, il n'en restait plus que 12. Je suis toujours à peu près stable, même impédance, donc un rendement qui est correct. J'ai redivisé par 2. Là, il ne m'en restait plus que 6. Et là, on voit que ça commence à bouger. Partirait le 31 pour quelque chose qui devrait être autour de 26. Ça veut dire qu'il y a un écart de 5 ohms. C'est tout simplement la résistance du sol qui commence à réapparaître et qui bouffe une partie de l'énergie. Donc là, on voit que le rendement il commence à s'écrouler. Je redivise par 2. Alors j'ai laissé tomber la partie imaginaire qui n'a pas d'intérêt puisqu'on peut toujours la compenser. J'ai redivisé par 2, 4, et là je tombe à 46 ohms de partie réelle. 4 radians, 46 ohms, si on voit le rapport dans le stationnaire, c'est super. Si on branche que ça, que cette configuration, la verticale et 4 radians posés sur le sol, c'est les radians posés sur le sol. On peut croire que c'est super, il n'y a pas de réfléchi. Oui, il n'y a pas de réfléchi, mais il y a une partie de la puissance qui est mangée en fait dans le sol. C'est ça que ça veut dire. Donc ça fait un rendement de 56%. Et 56%, 100%, quand on est en portable et qu'on ne met que 4 radians, on n'a que 50% d'efficacité dans cette histoire-là, si on utilise cette antenne. Alors j'ai continué par jeu, j'ai divisé par 2. On reste à 55. Donc 2, 4 radians, grosso modo, ça fait à peu près la même chose. Alors, ça fait pas loin de 29 à 20 ohms résistifs, sol, donc de perte. Et puis j'ai mis qu'un seul radian, posé sur le sol, la dernière manip. Et là, je suis arrivé avec un écart de 100 ohms. Donc, celui qui ne fait pas attention, il met un radian, il voit qu'il a 2,5, il n'est pas content, il rajoute quelques radians, 2, 3, allez, 4. Il voit un de ROS, il dit super, je m'arrête là et hop, on y va. Et je perds 50% de mon énergie dans le sol. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu. Alors faut-il mettre à minima 12 radians pour avoir une antenne portable efficace? C'est la question. Bon, il y a déjà du monde qui a réfléchi à ça. Bon, je vais y revenir. J'ai juste une petite slide où je montrais la mesure dans le cas où j'ai 24 radians avec la bague de Smith. C'était juste pour vous montrer en fait que l'appareil de mesure, il déraille quand il y a trop de... Voilà, des impédances qui s'éloignent trop fortement de la réalité. Ça devrait faire un truc comme dans la simulation, parfait. Et puis ici, toc, le VNA, il n'en voulait plus. Il me donnait des trucs bizarres. Alors, donc pour reprendre, qu'est-ce qu'on peut faire en portable? Est-ce qu'on peut faire cette antenne-là en portable? Il y a du monde qui se sont déjà intéressés à ça. Il y a eu de très bons articles dans QEX d'un Américain, californien, qui parle de plans de sol surélevé. Donc au lieu de poser les radians directement sur le sol, il faut les surélever du sol. Il ne faut pas les poser au sol. C'est ça qui fait qu'il y a des pertes au sol. En surélevant le radian, on arrive à avoir quelque chose qui peut être intéressant. Alors j'ai testé ça, donc d'abord en simulation, avec 4 radians surélevés de 2 mètres, en prenant les 2 mètres sur la verticalité. On était sur 14 mètres vertical, et donc là je perds un peu de verticalité d'antenne, mais il faut bien... Voilà, il faut bien compenser. Je n'allais pas compenser, de toute façon je ne pouvais pas, dans ma mesure réelle, augmenter de 2 mètres sur la verticalité. Donc on perdait sur cette hauteur-là. Que j'ai compensé en augmentant un petit peu la partie horizontale. Donc la simulation nous donne un diagramme de rayonnement de vertical, un peu détruit au niveau du minimum au zénith.
traditionnellement vue par une antenne purement verticale. L'impédance à la résonance, au lieu d'avoir 25, on a plutôt quelque chose qui tourne autour de 20. Et en appliquant ma méthode de tout à l'heure, où je cache la capacité dans l'antenne, en fait, on peut refaire le même principe que j'ai exposé tout à l'heure, et juste rajouter une bobine en parallèle, pour peu qu'on se cale à cette impédance. Alors, par curiosité, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas récupérer le minimum au zénith pour tendre vers quelque chose qui serait une véritable verticale? Au lieu de faire un L, j'ai fait un chapeau en T. Et effectivement, en faisant ça, on rend le côté symétrique et on récupère le minimum au zénith. Réjection retrouvée. J'ai poussé un petit peu sur d'autres chapeaux possibles. Sur 3 radians. 1, 2, 3. Voilà, 3 radians. Pareil. Un petit peu moins bon, visiblement. Et j'ai réduit à 3 au lieu de 4. Toc, toc. Donc 3 radians de lambda sur 4. Toujours à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Allez, j'ai poussé jusqu'à réunir tous les points pour faire vraiment un chapeau capacitif. Et on arrive à cette configuration de chapeau à 6 brins. Et c'est cette antenne-là que j'ai réalisée et testée. Voilà, ça fait un chapeau équilatéral avec quelques brins. On soude. Alors j'ai pris une photo, malheureusement pour bien voir le fil dans le ciel, c'est difficile. Donc je l'ai surligné pour faire apparaître les brins. Alors c'est pratique, ce genre d'antenne, ça craint pas les coups de vent, les tempêtes. C'est que du fil, si ça casse, on peut le réparer assez facilement. Et toute la verticalité, battez un petit peu en fonction du vent sur le sol, enfin sur le site. Quelle est l'impédance qu'on obtient? On obtient quelque chose qui est un petit peu plus bas que voulu. Là, j'avais du 18-30. Et j'ai fait une mesure. J'ai comparé ma mesure à la simulation. Donc en rouge, c'est la simulation. Et en bleu, c'est la mesure sur la bande 2 mégas, 4 mégas. Avec l'utilisation possible sur ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'il y a un écart de 8 ohms entre la simulation et la mesure. Donc j'ai 8 ohms de perte quelque part. Mais ce n'est pas énorme en fait, au vu de l'installation du sol qui est pris. Donc je ne l'ai pas fait sur la verticale en L, mais j'imagine que ça aurait été un peu aussi pareil. Alors j'ai fait quelques tests avec RBN pour voir un petit peu le résultat obtenu. Alors c'est quelques exemples qui permettent de... J'ai pointé quelques exemples pour essayer d'en tirer un petit peu l'intérêt de cette antenne-là. Sur des distances Bretagne, Moscou, voilà. Alors, comparer par rapport à quoi? Parce qu'il faut quand même comparer par rapport à quelque chose. J'ai aussi un dipôle 80 mètres à 16 mètres au-dessus du sol, quelque chose qui fonctionne bien, que j'utilise depuis de nombreuses années, que certains m'entendent avec, puisque c'est avec mon dipôle que je fais les QSO 80 mètres dimanche matin, de la RA35. Et donc généralement, je suis assez bien entendu, j'entends très bien. Donc c'est une antenne qui fonctionne bien. Donc j'ai switché entre mon dipôle et la verticale pour faire la comparaison. Donc sur une distance Bretagne-Russie, donc la verticale, elle prend le dessus. Sur des liaisons courtes, évidemment, c'est le dipôle qui prend le dessus. Ça s'attend vers quelque chose de logique, c'est-à-dire une verticale, c'est plutôt faire du DX que faire du local. Sur
Sur des distances un petit peu plus longues, américaines, là par contre, la verticale, elle est en dessous du dipôle. Elle est moins bonne. Alors que celle que j'avais fabriquée avec 64 radians à la base, il n'y avait pas photo. Hein. Elle est surclassée de 10 dB le dipôle. Donc c'est plus facile à installer. Hein, cette verticale en L ou avec chapeau, avec 3 radians surélevés, c'est plus facile à installer. Ça peut faire du portable. Alors pas le chapeau, hein, un vertical en L, plus simple évidemment. Mais ça veut dire qu'on va perdre un peu en efficacité sur du longue distance. Donc c'est ce que j'en ai conclu, c'est-à-dire que c'est une antenne qui fonctionnera sur des moyennes distances, qui sera efficace pour des moyennes distances. Quand on fait du portable, c'est largement suffisant. On ne cherche pas à faire des grands DX. Alors j'ai mis un petit peu à jour toute cette étude qui jusqu'à présent datait déjà de quelques temps. Le Covid aidant, on passe son temps à faire des choses. C'est à ce moment-là que j'ai cogité, j'ai fait des tests sur la verticale. Et récemment, je me suis dit, pour la conférence, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire pour du 40 mètres? Donc j'ai gardé un peu tout le même principe et j'ai adapté ça aux 40 mètres. Ce qui, somme toute, est assez facile à faire. 7 mètres de verticalité, à peu près 3 mètres, alors horizontal ou comme on peut. Si on utilise un haubans pour redescendre le fil parce qu'on n'a pas une belle horizontale, c'est l'intérêt. Un petit mât de spider beam classique avec une petite poulie en haut des 7 mètres pour faciliter la main-d'œuvre, quelques haubans, quelques piquets, c'est-à-dire 3 piquets avec une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol, pour bien faire des radians surélevés. Et à la base, la fameuse bobine qui là, pour compenser l'impédance d'une vingtaine d'ohms, et ramener ça vers du 50 ohms parfait. Alors, j'ai donné les détails pour ceux qui sont intéressés. 60 mm de diamètre, 4 tours sur du 2,5 carré. 2,5 carré parce que c'est un peu plus rigide et que la bobine ne bouge pas trop. Sinon, c'est difficile à tenir. Voilà pour la fabrication. La mesure de l'impédance. Alors, en jaune, on a le SWR qui pointe et qui tombe à 1.0 à 7 mégas. Bon, je n'ai pas trop pris le temps de la recaler sur 7030 ou 7100. Hein. C'est une histoire juste de longueur de fil. Hein. Il aurait fallu réduire un petit peu la longueur des fils pour ramener ça vers le milieu de bande de 40 mètres. Et une impédance qui passe pile dans le centre de la bague de Smith. Alors, quelques tests tout simples avec RBN. Comme c'était pour une conférence QRP, je me suis dit, je vais me mettre en QRP. Voilà. J'ai lancé 3 sécu sur 1 minute. Et voilà ce qui est tombé avec 5 watts. Donc, il y a quelques stations écoutants en Europe qui ont redonné les reports. Et j'ai poussé même à descendre le K3 à 1 watt affiché. Je vous avouerai que je n'ai jamais mesuré que c'était effectivement 1 watt. Hein. C'est peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Mais au moins, à l'affichage du poste, c'était 1 watt. Et avec 1 watt, pareil, j'ai dû faire 3-4 sécu pour tester. Et c'est revenu quand même. Avec des SNR qui sont surprenants, 20 dB sur une station ici, et 11 dB en Angleterre, et puis des niveaux beaucoup plus faibles, ce qui semble logique, en Angleterre et en Autriche. Propagation, voilà, j'ai mis un ionogramme pour bien vérifier qu'on n'était pas dans un truc un peu
atypique en termes de propagation, et garder l'historique de la mesure. Donc il n'y avait pas d'aurore, il n'y avait pas d'orage magnétique, et les conditions étaient à peu près favorables pour faire cette manip. Voilà, donc si on retient cette antenne-là, elle pourrait parfaitement correspondre à quelque chose de portable, un mât spider beam d'une dizaine de mètres, quelques piquets, quelques bouts de fil et un bout de coax pour le déport, et on est opérationnel assez facilement sur 40. Voilà, je pense que voilà, je suis arrivé à la fin de la présentation sur cette antenne en L, 80 ou 40. Alors évidemment, c'est une antenne qui est monobande par définition, donc on ne peut pas faire du multibande comme ça sur l'antenne. L'objectif, si on a un truc, un émetteur portable QRP, 40 mètres, voilà, c'est de monter cette antenne-là. Elle devrait être assez efficace, et en tout cas beaucoup plus efficace que 3 radians posés sur le sol. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a la partie verticale et puis il y a un retour un peu en dessous. Ça n'a pas l'air de beaucoup perturber en fait. Ça va avoir sans doute une influence un peu. Comme on peut avoir une influence de tout ce qui est autour, qui pourrait impacter, qu'on ne pourrait pas simuler. Donc globalement, ça va fonctionner. Je ne veux pas dire que ça devient une antenne type Marconi, parfaite, omnidirectionnelle et autres. Quand on est en portable et qu'on met un bout de fil dans les arbres, on rayonne comme on peut. Tout à fait. On peut imaginer que on va chercher de l'autre côté. Sur la bague de Smith, on a un point, mais on a le même symétrique qui est au-dessus, et on pourrait très bien mettre une capacité variable à la place d'une bobine, en fait. L'inconvénient, c'est qu'en fait, il va te falloir plus de fils, parce qu'il faut dépasser la résonance. C'est pour ça que je l'ai fait sur ça. J'ai testé, bien que je ne l'ai pas dit, j'ai testé une version sur le 160 mètres. C'est comme ça que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une histoire de perte sol qui était importante, puisque là, je n'ai pas mis 60 radians pour le 160 mètres. Là, ce n'était pas 300 mètres carrés qu'il me fallait, mais c'était beaucoup plus. Et donc, j'en avais mis une douzaine, à peu près 12-15. Et j'étais bien content de pouvoir faire l'accord avec une bobine et pas tirer plus de fil encore pour trouver le point correspondant avec la capa parallèle, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé la bobine. C'est pas gênant, hein, parce que comme tu as pu le voir, c'est du fil. Ça se bouge, c'est malléable. On y arrive. On y arrive assez facilement, en fait. Voilà. Non, si elle est bien faite, si on prend un fil qui n'est pas un fil hyper fin, évidemment, si on prend un fil très fin, on va rajouter des pertes dans l'histoire. Mais là, non, c'est bon, ça fonctionne plutôt bien. Pas forcément, parce qu'elle est en basse impédance, là, à cet endroit-là. Donc, c'est pas sûr que ça mène de la tension. Il faut qu'il passe le courant, ça c'est sûr. Passe le courant, elle n'est pas forcément en série, donc elle n'a pas non plus, elle n'a pas besoin de passer beaucoup de courant, mais il y aura du courant à passer travers, automatiquement. C'est bon. Alors j'avais amené la version 40 mètres, elle est dans une petite salle, tout ce qu'il faut pour la monter, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de la monter pour la tester. On a trop parlé peut-être.
Au lieu de 3. 2 au lieu de 3. Un seul. Un Z, oui, oui. C'est sûr, ça va dans le sens de l'installation plus facile, des supports en moins en termes de mécanique, mais là, ça va impacter le diagramme de rayonnement omnidirectionnel. On peut imaginer qu'avec 3 radians à 120 degrés, on garde quelque chose de bien omnidirectionnel, alors que si on n'a qu'un seul radian, ça va un petit peu détruire sans doute ce côté-là. C'est pas ça qui est gênant, parce que de toute façon, en portable, on utilise ce qu'il y a. Et si ça marche pas, bah, ça marche pas dans des directions, mais c'est transparent, on le voit pas. Attends, Alain, Francis qui veut dire quelque chose? Alors, il faudrait par contre faire la simulation de cette impédance et faire un essai en mesure pour voir effectivement quel est l'écart entre la simulation sans perte et une mesure qui serait en réel. Et là, on pourrait voir quel est l'écart. Si l'écart est trop important, ça condamnerait le fait d'utiliser qu'un seul radian, il faudra en augmenter. Alain? Très bien, on aura la solution tout à l'heure.